Ça va ? Non. Bon, je sais. Mais est-ce qu'on va demander au live Twitch s'ils entendent ton ventilo? Parce qu'on est en live. Ah bah super. Ça a commencé l'émission live. là. Oui, maintenant c'est une nouvelle technique, c'est que j'appuie sur le bouton, je préviens plus personne. Comme ça, par contre, Tout on se fera un truc perd. sympa. Non, Heureusement qu'on n'est pas à poil. Hein. c'est tout. Club Voilà. On parle Bon. pour toi. Sandwich. Je suis pense à que bon, hein. On peut se transformer si on veut. Par contre, il y a quelqu'un qui vit dans un parc d'attractions avec des enfants ou... Alors, il y a du côté de De Friand, chez Swan. moi, il y a un chat qui vient d'aboyer. Un chat qui vient d'aboyer. Un chien. J'entends des enfants qui hurlent. Oui, tu les entends plus parce que c'est du côté de Florian. C'est Florian. Ah d'accord, ok. Il les a achevés. Ouais, Bon. c'est ce qu'il faut faire. On est beaucoup, on a chaud, on va pas traîner, parce que c'est la dernière de la première saison de Culture Club Sandwich. Et il fait très chaud, et il y a Sarah, Olivier, Cécile, Voilà. Élodie, Mathieu, Florian, Prout. et moi-même. Vas-y enchaîner sur un prout. Et on fait un bisou voilà, en live à Sophie, qui a Bisous, très très Sophie. chaud. Et bon, épisode 38 de l'hebdo, on lance le générique. Et on le dit tout de suite, si jamais vous entendez des bruits de boissons, de ventilos, etc., ayez pitié pour nous, pauvres sueurs. Hein. C'est qu'on essaie de pas décéder pendant Oui, le on podcast. essaie, ouais, exactement, on essaie de Ça pas ferait décéder. le buzz, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on veuille. Pas comme Ouais, ça. Quoi. non, Si vous pas voulez comme une ça, pas deuxième maintenant. saison, laissez-nous vivre. Voilà. Ouais, voilà, exactement, laissez-nous vivre. Après, comme si on beaucoup- tue des personnages principaux, ça peut faire des économies. On a déjà essayé. T'avais pas fait un truc sur 911 que c'était finalement pas si terrible de tuer des personnages principaux? C'est vrai. Voilà, tu t'es fait rattraper par ce que tu dis. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans cet épisode et dans ce podcast. Parce qu'on va vous parler globalement de notre récap de l'année. Hein, un peu refaire le bilan de tout ce qu'on a pu voir, retenu, lire, écouter, etc., etc. Et puis aussi déjà vous dire que voilà, entre le premier épisode et maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a des choses qui ont bougé dans la façon de construire tout ça. Cet épisode, en fait, va faire exactement tout le contraire, parce qu'il n'y a pas de construction. Mais il y a des choses qui vont encore changer pour la saison prochaine. Quelque chose qu'on voulait faire cette année, mais qui a été plutôt compliqué, vu nos emplois du temps aléatoires, on va dire ça comme ça. Hein, l'envie de parler de sujets en commun, de thèmes, je sais pas, de livres, de concerts, de films, voilà, un peu autour d'une table et d'en débattre. Ça, on va essayer de le faire mieux la prochaine saison, et peut-être un peu cet été tester tout ça si jamais on a une température correcte et des idées qui nous viennent, mais je pense qu'il y aura. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, donc on est le 30 juin, c'est la fin de la saison, et on rentrera donc d'ici la rentrée vers fin août, à peu près, début septembre, quelque part là-bas, quand on verra. Quand on verra la lumière au bout du tunnel. Bon, déjà, à part la chaleur, comment vous allez bien? Ça va. Mou. On Ça va. surveille. Tout mou. Les jambes qui gonflent. Mais au top, Pas hein, que sinon. les chevilles. Moi, c'est que les chevilles. Que je suis. Bon bah ça va alors. Tant que tu passes les portes, écoute. Avec les chevilles, ça commence à être difficile. Ah oui, c'est des grosses chevilles quand même. Ouais, ça Mais permet de oui, tenir les des harnais, Ton profil sert à mieux. Alors, moi, je ne vais activer mon micro que quand j'ai un truc très important à dire, puisqu'il semble prendre 30 secondes à s'activer. Voilà. Je ne suis pas sûre que là. Lui aussi, il a Je ne chaud. suis pas sûre que l'ordinateur tienne Eh ben, tu sais pendant quoi? les 10 Tu vas commencer. prochaines minutes. Eh ben, T'es en micro go. en mode coupé-décalé. Ah ouais, là, Ouais, il est, mais il est je plus coupé que propose qu'on décalé, mette hein. cette option à l'Assemblée. Tu vois, ils sont obligés d'attendre 30 secondes avant de parler. Et ils Temps de parlent que si réflexion. vraiment ça vaut le coup.
Ouais, Le temps de c'est une réflexion bonne avant de idée. dire une connerie. Putain, il faudrait ça au boulot aussi. C'est une très très bonne idée. Mon Dieu. J'ai fait un mini récap. Moi, j'ai juste un mot à dire de ce que depuis. Bon, on va pas prendre l'année. On prend l'année scolaire hein, puisqu'on a commencé en septembre. D'un Oui. point de vue culturel, moi, la grosse baffe que je me suis prise, c'est de Pete. J'en parle encore. Je continue à en parler. Je n'arrêterai pas d'en parler. C'est, je pense, tout support culturel confondu. La découverte de cette année grâce à toi, Fred. Donc là-dessus, vraiment, De rien. je n'en démords pas. Et l'autre petite reco que je donnerais quand même, parce que c'est pas encore sorti et je pense que ça va pas tarder, puisque j'ai eu l'occasion de le voir à Cannes, c'est Dossier 137, le prochain film de Dominique Moll, qui était aussi une bonne petite baffe, qui traite du sujet des gilets jaunes en France et des bavures policières pendant les manifestations des gilets jaunes avec Léa Drucker et c'était un super film. Donc voilà, moi mes deux recos on va dire culturels vont vraiment s'arrêter à ça parce que j'ai pas lu tant de choses que ça, j'ai pas tant vu de trucs non plus. Voilà, c'est tout pour moi. Puis The Pit était un bon exemple de nos problèmes de calendrier qui ne se synchronisent pas, parce que globalement on aurait aimé pouvoir en parler tous ensemble, en même temps et pas de façon décalée, mais voilà, c'était le souci. Par contre, moi, pour compléter ma vision de The Pit, en fait, il y a depuis quelques semaines le Dr Mike, un docteur sur YouTube qui fait pas mal de sujets, en tout cas les médecins, en tout cas les séries médicales ou le côté médical dans certaines séries. Et là, ça fait quelques semaines qu'il fait chaque épisode, bon, pas en entier, c'est des extraits, mais où il fait des commentaires sur ce qu'ils font, sur le côté réaliste de la série. On savait qu'elle était déjà très réaliste, mais avoir un petit apport en plus, c'est toujours sympa. Et on a perdu Sarah. Ça va être rigolo. Mais voilà. Et en plus de ça, il a interviewé Noah Wiley il y a, je pense, 2-3 semaines, pendant à peu près 1 heure à ce sujet-là. Et entre autres. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc si jamais vous voulez un peu plus de The Pit, je vous conseille le Dr Mike. Parce qu'en plus ça c'est assez rigolo à regarder et très intéressant, instructif. Et c'est très joli à regarder aussi. Oui, Dr Mike, oui, effectivement. Puis de temps en temps il fait des vidéos avec ses gros chiens. Et ça c'est encore bien aussi pour ceux qui aiment les chiens. Et dans chacune de ces vidéos il y a ses gros biceps. C'est vrai qu'il est un peu basé. Un peu. Bon, je pense qu'on peut dire à Sarah de dire à côté de toi, Olivier. Ça sera plus simple parce que là ça va être catastrophique. Mathieu, justement toi, comme tu as pris la parole, à pas regarder les biceps de Dr Mike. Je les ai pas beaucoup vus cette année en plus, mais j'ai pas beaucoup été sur YouTube. Mais moi, si je devais retenir un truc, et surtout un truc très accessible pour le commun des mortels, ça serait mon voyage aux US, où j'ai pu découvrir mon rêve de toujours, donc faire Disney World et Universal, dont je retiendrai l'attraction Flight of Passage Avatar et Velocicoaster. Et aussi à New York, peut-être j'ai découvert la Musical 6 qui m'a vraiment marqué cette année. Voilà. Après, sinon, petit film, il y avait Robot Sauvage, il y avait The Substance, il y avait la première partie de Wicked, il y avait des trucs sympas. Voilou. Et parce que c'est l'occasion de le faire, le point Drag Race, cette année, on a eu des très 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 hauts, notamment UK saison 6 ou All Star 10, qui commence un peu à se casser la gueule, mais pendant 6 épisodes, c'était très très bien. Et on a eu du très 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 bas aussi avec Global All Star, qui était dans le top peut-être 3 des pires saisons des 70 que j'ai vu. Donc voilà, il y avait j'alternais entre du très très bon et du très très mauvais. Voilà, c'était un peu le tour d'horizon. Et puis niveau série, j'ai découvert Eluva Boss, qui était très bien, et Black Doves, qui me manque, et j'ai envie qu'elle revienne à Noël et pas dans 4 ans. Toi du faux. Oui, ça va falloir attendre pour pas mal de choses, j'ai l'impression. Cécile. Ok. Au final, le côté fantôme du culturel podcast cette est revenu. année, c'était assez
assez, voire même très calme. Je saurais même pas vous parler d'une série qui m'a marqué parce que je crois que j'ai pas vu grand chose qui m'a marqué cette année. Ce que je retiens, ça va plus être 3 jeux. Pour une fois, j'ai repris un peu les jeux vidéo et je me retrouve avec à avoir joué les jeux qui sont classés dans les meilleurs de l'année. Donc on va dire Split Fiction, Clair Obscur, Expédition 33 dont on a déjà parlé, qui est une masterclass, et Blueprints dont je ne sors pas. J'ai pas fini parce que c'est excessivement dur de finir. Mais j'avoue que je continue à regarder des let's play de gens qui jouent à Blueprints, même si c'est des choses que moi j'ai fait dans le jeu. Ça me détend de voir des gens ouvrir des portes au hasard et construire une maison. C'est très bête, mais voilà, moi ça me vide la tête. Et donc oui, je les vois galérer et je fais moi je sais la réponse. Je suis une mauvaise personne avec un mauvais fond. Mais c'est marrant que tu dises par rapport aux séries. Voilà, moi c'est aussi un point que je me suis rendu compte cette année, c'est que niveau série par rapport à avant, ça a été c'est le désert. Hein. Le désert, je dis pas qu'il y a rien, mais alors rien qui m'a vraiment à part The Pit, voilà, qui vraiment était marquant, des trucs sur Apple TV, mais globalement il y avait rien qui m'attirait absolument à me dire il faut absolument que je regarde le truc. Ou alors c'était des séries déjà commencées et que je voulais voir la saison suivante. Et même de ce cas-là, parfois il y a des séries qui avaient une nouvelle saison et je fais non, en fait non. Andorre saison 2 était bien, mais après non, je suis incapable de dire une série que j'ai vue cette année et où je me suis dit c'était trop bien. Rien, je retiens rien et c'est triste. Hein. Moi c'est marrant parce qu'en fait j'ai un peu ce sentiment là aussi, sauf que quand je fais un petit peu quand je regarde un peu derrière moi en termes de trucs culturels, en fait j'ai quand même 3-4 séries qui sont dans le lead, quoi, avec The Pit, Slow Horses. Là il y en a pas d'autres qui me viennent parce que j'ai le cerveau qui est en train de fondre, mais il y a Four Seasons dernièrement, que je vais commencer là très bientôt, mais que j'ai pas vu encore, mais enfin c'est assez bizarre parce qu'en fait je dis que il y a pas trop de séries et puis en fait quand je regarde un peu derrière, je me dis en fait c'est quand même des séries qui m'ont marqué, quoi. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que déjà mon TV Showtime en fait je l'allume même plus, je le mets plus à jour, donc c'est déjà un signe de en fait plus rien à foutre. Et puis avant il y avait pas mal de séries que je regardais sur des choses qui n'étaient pas disponibles sur les différentes plateformes. Je me fatigue même plus à aller chercher les épisodes ou quoi que ce soit. C'est tant pis. En fait, tant pis, ça me manque pas plus que ça. Je suis content de voir des séries. Je suis content de voir des choses qui changent un peu. The Pit, j'étais très content de le suivre. Je l'ai vu avec ma femme. Pareil pour Four Seasons. Il y a des choses, voilà, The Studio, qui étaient vraiment très cool aussi. Mais globalement, on va dire. Ouais. Mais c'était déjà un peu l'année dernière, ça. Donc, je sais plus, je suis perdu dans le temps, moi. C'était même un peu début de l'année dernière, j'ai l'impression. Ah bon ? Ah oui. Moi, j'ai regardé là, fin d'année, là. Mais globalement, je pense que ça pourrait se tenir sur les doigts d'une main, et encore peut-être parfois les doigts d'une main qui ont coupé, qui ont joué à la roulette russe avec un couteau, quoi. Donc, les doigts d'une main d'un lépreux. qui a gratté une guitare. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ça a fait du parmesan. Et oui, et parmesan à tout le monde, s'il te plaît. Il faut le dire. Elodie. Oui. À Alors. part cuire, qu'est-ce que tu fais ? Le bilan culturel de l'année, c'est un moment de célébration, de récap et de palmarès normalement. Oui, chocolat. Colin de Gang, non ? Alors juste, The Franchise c'est sorti en octobre, donc techniquement c'est encore dans notre première saison de... Ah putain, j'étais sûr que c'était plus vieux que ça. Il est tombé dans une faille spatio-temporelle. Et Ça s'appelle la vieillesse. Oh, c'est fort. C'est un naufrage. Bref, du coup, les petits bilans de fin d'année, c'est un peu le moment où les gens normaux disent des phrases comme j'ai adoré Life of Chuck, c'était vraiment une claque, ou alors The Phoenician. Tu m'imites trop bien. C'était une maîtrise visuelle rare. En vrai, j'ai adoré Life of Chuck. Hein. Mais j'ai envie d'aller le voir. Ce genre de truc.
Sauf que moi, pendant ce temps-là, je suis là à vous parler de ma dernière découverte musicale, Billy Joel. C'est très bien, hein, je pense qu'il a un avenir, ce garçon. Il devrait pas trop mal s'en sortir dans la musique, je pense. Je pense, hein. C'est un petit Et ça tombe super bien parce que sa docu-série HBO arrive et elle va diffuser en France. C'est quand même génial les coïncidences comme ça. C'est fou, hein. Je suis aussi retombée amoureuse de Pointer Sisters et de Wham, que j'écoute en boucle au casque comme si George Michael venait de sortir un nouveau single. Le documentaire sur Netflix de Wham ou pas? Bien évidemment que non, puisque mais il faut tout le point que j'essaye de vous expliquer, c'est que je suis en retard, puisque côté lecture, je suis à la pointe, mais la pointe de 2022, puisque comme vous l'avez entendu dans mes précédentes recommandations, dernièrement, j'ai lu Chaviré de Lola Lafont, Chien 51, Vers le paradis, ça c'est mes dernières recommandations, qui datent toutes de 2022, j'ai vérifié, j'ai rien lu de plus récent depuis. Après, la défense à la parole, Chien 51 va être adapté cette année au cinéma, donc tu es quand même dans l'actu, même si tu le veux pas. Oui, c'est pas fait exprès, mais voilà. En fait, je suis globalement synchronisée avec le Goncourt, mais celui d'avant-hier. On va dire que ma bibliothèque, elle est pas en retard, elle est vintage. C'est juste une question de branding. Mais je dirais que là où mon cas devient cliniquement préoccupant, c'est plutôt du côté des séries. On va dire que je suis en mission, mais plutôt une mission de rattrapage culturel chronologique, parce que comme vous le savez, je suis monomaniaque et je rattrape les séries de manière chronologique, par leur date de sortie. Et donc actuellement, je vis en novembre 2023. Attends, oui. Si tu me permets, côté monomaniaque, et je me suis rendu compte d'un truc que je faisais. Tu sais, à regarder plus tard, la playlist à regarder plus tard sur YouTube. Oui. Moi, je rajoute beaucoup de choses comme ça dessus. Et parfois, je les trie. Et je les trie comment ? Par durée. Ah. Du plus court au plus long. Ah, j'aime bien. Oui. Et je me suis rendu compte de ça sans le faire exprès. Je fais, mais qu'est-ce que je fais au bout d'un moment, je faisais pas exprès. En fait, maintenant, si, je pense. On a des problèmes. Oui. Bref, en tout cas, actuellement, je vis en novembre 2023 et je découvre, entre autres, A Murder at the End of the World. C'est une série sur une hackeuse détective. C'est du Brit Marling. C'est une ambiance à la Knives Out, avec un monde au bord du chaos. Bref, c'est comme un documentaire, quoi, finalement. Détective hackeuse et détective pleine d'eau. C'est comme ça. Et pendant ce temps-là, vous êtes tous en train de débattre de The Pitt, et moi je suis encore à me demander si j'ai le temps de commencer The Pitt, tout court. Same here. D'ici 3 ans. Oui, Il y aura peut-être la saison 4. Quoique en 3 ans, peut-être une troisième éventuellement en début. Une et demie. Peut-être. Côté cinéma, là c'est simple. Cette année, je suis, pareil, hein, je parle en année scolaire, hein, en année podcast. Cette année, je suis allée voir un seul film, Mickey 17. C'est un de plus que moi. Voilà, mais j'ai une théorie. Voir un seul film en salle par an, on va dire que c'est un acte militant contre le trop-plein, contre la pression de voir tout de suite. Et puis, Robert Pattinson, il joue 2 personnages, donc techniquement, j'ai vu 2 films. Voilà. Donc forcément, quand on pas Dr Folding, alors je l'ai en DVD. C'est pour ça que j'ai fait. Donc forcément, quand on me demande de faire un bilan culturel de 2025, j'ai un peu l'impression qu'on me tend un piège. Je suis un peu comme quelqu'un à qui on demanderait alors, t'as aimé les JO de Paris ? Et moi je répondrais ouais, j'ai vu un super docu sur ceux de 1992. C'était à Barcelone si vous vous demandiez, et Albertville pour ceux d'hiver, voilà. Mais en vrai, voilà, je le vis plutôt bien parce que à force de courir après l'actualité, on oublie parfois qu'il y a un certain confort quand même à être en retard. Parce que dans le passé, en fait, les spoilers, ils ont déjà eu lieu, les critiques, elles sont déjà écrites, les saisons, elles sont finies, donc c'est assez reposant. C'est même peut-être le vrai luxe culturel de notre époque, de prendre son temps. Faire un peu de côté, oui, pourquoi pas. Ouais. Et puis je sais pas si vous l'avez senti, mais visiblement, d'après ce que vous disiez, oui. Ce petit frémissement, cette petite accalmie, peut-être la fin du Peak TV, avec moins de séries, moins de contenu, donc peut-être la possibilité, soyons fous, de rattraper, mais 3562 épisodes de retard. Donc voilà ma bonne résolution culturelle pour l'année prochaine. Je vais continuer à regarder des séries de l'an dernier, lire des livres d'il y a 2 ans, découvrir des chansons d'il y a 40 ans, et peut-être que niveau série, je passerai à décembre 2023. Et qui sait, peut-être que je regarderai un film en salle, mais genre un seul, pas plus, faut pas me brusquer. Voilà, pour mon petit bilan. Et est-ce que pour les livres,
Ouais, je pense que ça peut s'applaudir. Est-ce que pour les livres, tu veux faire comme Billy Crystal dans Quand Harry rencontre Sally? J'ai pas la ref. Parce qu'il lit toujours les livres à partir de la fin, parce que comme ça, si jamais il meurt, il connaît déjà la fin du livre. Non, par contre, je lis toujours le dernier mot. C'est pas con, ça. J'aime bien. Mais oui, mais du coup, c'est gâché. Ah, On s'en fout. on s'en fout, en fait. Bah non. C'est pas, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Quand j'étais petit, je lisais toujours les dernières pages d'Agatha Christie pour savoir qui était le meurtrier. Comme ça, après, je pouvais savourer mon livre. Ouais, mais tu vois, Agatha Christie, c'est un peu comme les Colombo. Tu vois, il y a une petite saveur dans le déroulement, plus que dans savoir qui a fait le coup. Oh, bah tu sais quoi, j'ai une transition. Tu vas faire allons-y, une transition toute trouvée. La première de l'année, wouhou! Non, la dernière de l'année. La dernière de l'année. En parlant de Colombo, c'est pas dans mon récap de l'année vraiment, mais j'ai commencé à écouter le livre qui s'appelle Shooting Colombo, qui est en fait comment dire, Columbine. Non, pas Colombo, Colombo. S'il te plaît, c'est pas pareil du tout, mais alors absolument pas du tout. C'est des behind the scenes, c'est des secrets de tournage, vraiment tout une espèce de documentaire écrit sur les plus de 60, presque 70 épisodes de Colombo. Et c'est très 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 cool à écouter, surtout si on aime Colombo, si on a vu les épisodes, et si on n'aime pas Colombo, tant pis pour vous. Hein. Et qu'on n'a pas d'âme. On a... Tout le monde a droit à manquer de goût. Hein. Bouh, c'est nul Colombo. Tout le monde a droit à manquer de goût, effectivement, c'est ce que je disais. Cette année, voilà. Tu n'as pas d'âme, mais tu as pas d'âme de Kylie Minogue. Ah ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire la chorégraphie? Oui. Si tu veux. Il y a que toi qui a pas trop chaud, donc vas-y. Hein. C'est ça, il y a toi qui a pas trop chaud. Non, mais sinon, cette année, je me suis rendu compte qu'au niveau série, ça avait vraiment chuté. Donc j'ai bien fait d'arrêter de faire Monsieur Série. Ça aurait été con sinon. Par contre, augmenter le nombre de jeux. Oula, oui. Et niveau musical, encore plus que jamais. À tel point que je me dis, c'est assez cool de faire un peu du mix et des trucs comme ça. C'est marrant à faire. Voilà, donc je suis en train de vieillir, mais dans un sens un peu étrange. Il y a The Pit, comme on avait dit. Four Seasons, et puis ici, petit clin d'œil aussi à Sophie. The Summer I Turned Pretty, la saison 3, je suis très content de la retrouver, surtout là en plein moment où il fait chaud, j'ai l'impression qu'il fait aussi chaud que dans l'écran, donc c'est cool, ça marche très très bien. Et eux, ils ont des grandes piscines. Et... Ouais, ils ont la mer pas loin. Nous. Non, pas de nous. Mais bon, voilà, sinon c'est une année pleine de musique, je l'ai dit la semaine dernière, des concerts aussi, j'ai pu voir Toto, un truc que je pensais jamais voir de mon vivant, hein, sachant que eux, c'est leur vivant, il est de plus en plus ténu, faut bien le dire, et pas tout nu, hein, si ça va faire rire Mathieu. Il est ténu, mais ils font des soirées. Je l'ai pas. Ténu de soirée. Plus aux soirées. Il est ténu. Ténu de soirée. Ouh là là. Qui est aussi de la musique, hein, finalement. Oui, j'ai aussi de la musique. Beaucoup de livres, mais ouais, c'était entre les jeux et la musique et marcher dans la nature et essayer de trouver du calme. Ça, c'était mon année. Voilà, besoin de calme. Serenity. Envie de rien. Oui. Besoin de calme, envie de rien. Marcher dans les eaux troubles du lendemain. Exactement. Tout ça. Et sinon, niveau cinéma, tu disais, des vieux trucs. Hier, j'ai regardé Bis, un film de Dominique Farrugia, avec Cadmerade et mais il faut pas faire des choses pareilles, frère. Alors, franchement... Il n'y a même pas de ce truc. Franchement... T'as bien de la très chance. mignon. C'était très mignon. Ok. C'était très mignon. C'était pas parfait, mais c'était très mignon. Donc c'était tout ce qu'il fallait. Après, on est d'accord là-dessus. C'était pas parfait. Ah non, après, des choses qui sont pas parfaites et qui sont bien, on en connaît plein. 911 par exemple. Je dirais pas non plus que c'est bien. Après, c'est vrai, je dirais pas que c'est bien aussi. Et sinon, dernier point, ça faisait depuis qu'on a lancé le podcast, et même peut-être avant, je parlais du jeu qui s'appelle The Alters. Ça y est, il est sorti.
Ça y est, j'y ai joué. Ah. Et putain, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Un jeu qui manie la gestion, le mystère, l'exploration un peu 3D et du clonage. Et du clonage de vous-même, en fait. Mais cloné à partir de points clés de la vie. Des points clés plus ou moins difficiles à choisir. Hein. Voilà, j'ai fait ce choix-là. Quand j'étais petit, par rapport aux maths, par exemple, hop, voilà, ma vie, elle a changé de cette façon-là. Je n'ai pas épousé la même personne, j'ai pas fait les mêmes études. La bagarre qui était là, par exemple, je l'ai pas fait, je me suis pas battu, je suis parti. Et selon ces trucs-là, tu vas avoir des personnes qui auront des possibilités différentes. Pour pouvoir t'aider. Tu peux t'aider aussi, hein, mais... Voilà, la fatigue et la chaleur. Pour pouvoir t'aider à récolter comment c'est encore, c'est pas du solarium, mais c'est un truc qui ressemble à ça, et j'arriverai plus à retrouver. Non, rapidium, voilà, du rapidium sur une planète assez bizarre, où en gros, quand tu arrives dessus, tout ton équipage est mort. Toi, tu es le seul survivant qui s'appelle Jan Dolski et le seul contact que tu as, c'est que tu penses être la planète Terre, mais en fait, c'est une IA qui te parle et qui te parle de façon cryptée. Et tu es le seul survivant et tu dois récolter des choses pour pouvoir repartir parce que dans 8 jours, les 3 soleils vont se lever et ça risque de faire mal. Voilà. Et tu seras dans Dune. Et tu seras dans Dune, tu seras plutôt dans la merde, mais alors bien fort. Donc c'est un truc où il faut pas être trop sous le côté dépressif parce que par moments c'est très dur à faire des choix. Voilà. Mais le jeu est très cool, c'est vraiment très très prenant et la gestion elle est ça peut vite monter en difficulté. Mais venant de 11 Bit Studio, c'est pas étonnant. Il est long ou pas ? Est-ce qu'il est long ? Ça dépend comment tu joues, mais tu peux y jouer pendant longtemps en fait. C'est ça le problème. C'est là ici j'ai pas terminé, je suis déjà à une 15aine d'heures et tu mets longtemps avant, tu mets quand même pas mal de temps avant d'avoir le premier vrai clown qui soit pas un mouton, qui s'appelle Molly, le mouton d'ailleurs. Donc, je sais pas, je vois que sur Internet, ils disent à peu près une 30aine d'heures. C'est encore acceptable. C'est encore acceptable, ouais. Mais bon, ça fait déjà 15 heures. Oui, vas-y. It Takes Two. Ah, It Takes Two, oui. Mais c'est pas comme cette ça. année. C'est super. Oui. Il faut que j'oublie qu'on parle pour les gens qui nous écoutent et pas pour les gens qui nous voient. Mais It Takes Two, on a commencé il y a un mois. Bon, on n'a pas du tout joué, je pense qu'on doit être un tiers, même pas. Je m'attendais pas du tout à ça comme postulat de départ. Je sais pas qui y a joué là parmi nous. Fred ? Ouais, et Cécile. Ok. Et moi j'y joue avec ma fille. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit en mode thérapie de couple quoi. L'histoire est cracra, l'histoire est pas bien. Gameplay est cool. Oui, c'est super fun, mais c'est vrai que le postulat de départ... Attends, quand tu dis l'histoire est cracra, tu dis que t'aimes pas l'histoire ou juste Ah non, je déteste l'histoire de Split Fiction, enfin de It Takes Two. Split Fiction, j'aime mieux. Non, It Takes Two, l'histoire est affreuse. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Ah Il y a non, quelque parce chose d'assez joli là-dedans. Les personnages ont une morale dégueulasse dedans. Oui, mais globalement, ça nous correspond à nous tous, quoi. Donc. C'est ça. Ah non, moi j'ai fait des choix. Non, j'ai fait des choses que je regrette encore dans It Takes Two. Je suis encore traumatisée. Ah non, on n'est pas encore là. Donc. Voilà. S'il y a des choix à faire. Genre si on doit tuer sa fille. On se sait. Et faire un le truc va se transformer en Resident Evil, tu sais. J'en ai rien à foutre, je la bute, moi. S'il faut gagner un succès en la butant, je la bute. Si je peux avoir mon badge. Badge enfin tué, bronze. Wouhou! J'ai un trophée bronze. J'ai platiné le jeu. Tout pour le 100%. Voilà, c'était juste un petit pop-up pour parler d'It Takes Two parce que c'était la bonne surprise de l'année en jeu vidéo. Ouais. Et de ton côté, Florian? Eh bien, de mon côté, justement, je vous écoutais et j'avais j'évalué un tout petit peu la jauge de toutes les choses pop culture. Donc, jeux vidéo, donc on va évacuer ça.
Voilà, c'est fait. Ensuite, série, il se trouve que la première partie de la saison, je regardais beaucoup de séries pour écrire dessus dans le cadre de mes recommandations professionnelles pour CNET France. Et du coup, lorsque j'ai arrêté de faire ça, enfin, non seulement il y avait un jeu où il y avait énormément de choses à recommander professionnellement, où en fait c'était bien, mais c'était pas non plus ouf, ce qui veut dire que j'ai pas retenu grand chose. Et paradoxalement, lorsque donc j'ai relativement ralenti le rythme pour écrire sur les séries, en fait, j'ai décidé consciemment de déjà ralentir le rythme pour regarder les séries, parce que moi, mon intérêt pour tout ce qui est les séries, que ce soit plateforme, que ce soit diffuseur, etc., ça a jamais vraiment terni. Mais le truc, c'est que je me suis retrouvé avec beaucoup de choses à commencer que j'ai jamais fini, qui se fait annuler. Par exemple, Night Court dont on avait déjà parlé il y a 2 ou 3 ans et auquel j'ai jamais dépassé les 2-3 premiers épisodes. Comme tu dis, c'est ça le problème aussi, c'est quand on s'attache à une série, elle dégage. Donc, c'est ça. Celle-là, elle n'a pas dégagé, par contre. Elle a dégagé après 3 saisons, mais moi j'ai jamais dépassé l'1. Ouais. Moi j'ai jamais dépassé l'1, quoi. Et l'autre truc, c'est que oui, j'ai malgré en fait toute ma bonne volonté, je me suis dit bon, il y en a marre des séries, et donc je me suis mis énormément au livre, et j'ai essayé vraiment de faire des emplettes à droite à gauche et de me mettre à pas mal de BD et de comics. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des recos en ce sens depuis le mois dernier. Et donc sur la partie série, en fait, sur la première partie de saison, c'est vrai que j'avais écrit dessus et je m'en suis rendu compte là en préparant ça un peu à l'arrache. Il y a une mini-série FX qui est diffusée sur Disney+, qui s'appelle Say Nothing, qui était vraiment très bien, qui est une grosse série en fait sur les Troubles de l'IRA, donc qui suit 2 sœurs. Un tout petit peu entre, donc à la fois dans leur jeunesse militante, et donc alors qu'elles sont vraiment qu'elles sont embarquées vraiment dans tout le système politique de l'IRA et de Jerry Adams, et ensuite les mêmes 2 sœurs qui sont de nos jours, et dont l'une d'entre elles accepte de participer à un projet totalement anonyme, donc publié, ou tout sera publié après sa mort, pour raconter un tout petit peu le quotidien, le vécu, les regrets un tout petit peu de son passé sur l'IRA. Donc tout ça c'est basé d'après une histoire vraie, et donc d'après un livre vraiment qui rassemble ces témoignages là. Les deux actrices sont assez extraordinaires. Donc il y en a une qui vient de l'actrice principale qui vient de Lola Pettigrew, elle s'appelle. Elle vient de se faire caster dans une série Hulu avec Amy Rossum, donc qui débarque à l'année prochaine. Donc ça, je suis assez content. Donc Say Nothing, ça a été vraiment une grosse. Enfin, quand je vous écoutais parler de des grosses claques, c'est vrai que ça m'est revenu en tête, parce que vraiment j'ai maté toute la saison. J'ai trouvé ça vraiment à la fois très profond et à la fois parfait, parce que ça n'excuse rien, ça met énormément de choses en perspective, et il y a une grosse perspective humaniste en fait de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est d'être militant, de croire en des causes. Est-ce que ça vient de la famille, comment on poursuit ça à travers dans le cas de Say Nothing, la grève de la faim, les polémiques, la marginalisation de la société, etc. Mais à la fois c'est quelque chose où ils sont arrivés à trouver une dimension extrêmement universelle sur les mouvements de soulèvement populaire à travers le monde. Et donc du coup c'est vraiment cette dimension universelle que j'avais pas vu venir et qui m'a cueilli. Et c'est une série qui est vraiment écrite au cordeau, et qui a été totalement même balancée, bazardée. Je sais même pas s'il y aura une dénomination aux Emmy, même vu le sujet. Mais je pense que FX, ils ont vraiment frappé un gros coup avec ça, mais c'est quelque chose qui est un tout petit peu passé sous les radars. Je suis très d'accord avec toi. C'est une très bonne mini-série. Comme tu dis, c'est très complexe, et ça n'excuse rien, et en même temps tout le monde en prend pour son grade dans cette série, quoi. Ça montre la complexité de ce conflit, et c'est vraiment très bien fait, quoi.
Et côté série toujours, voilà, je pense que je vais y passer l'été. Je pense que je vais pas mater énormément de séries d'été, à part peut-être Alien Earth, moins pour le côté Alien que pour le créateur qui est Noah Hawley, et sur lequel j'ai énormément aimé Legion, malheureusement moins les saisons de Fargo que j'ai vues, j'ai extrêmement apprécié la saison 2, mais un tout petit peu moins la saison 5 que j'ai dû voir, même si elle est de très bonne qualité. Ouais, elle était pas mal, mais pour moi, le Legion, en fait, est vraiment au-dessus. Comparé à Legion, c'est pas forcément, ouais. Et j'espère qu'il va amener un peu de cette folie et de ce côté conceptuel, en fait, dans quelque chose qui paraît assez balisé dans l'univers Alien, mais paradoxalement, je me suis mis à revoir rattraper énormément de temps perdu sur des vieilles sitcoms. Donc voilà, j'assume totalement que actuellement, je suis au régime strict Simpson, Futurama Original, donc les 4 premières saisons que j'ai jamais vues. Enfin, j'en suis à la saison 3, j'ai jamais vu je les avais jamais vues auparavant. Donc je rattrape énormément de saisons des Simpsons, donc les saisons des années 2000, donc où il y a vraiment à boire et à manger, malheureusement plus à vomir, et donc Bob's Burgers, et enfin on va en parler, et également les burgers. Ouais. Et donc je suis à la saison 13, donc ça c'est toujours aussi fort, et aussi donc une des séries qui va reprendre cet été, mais je pense pas que je l'aurais rattrapé entièrement, c'est King of the Hill, où donc du coup j'ai vu les 6 premières saisons, j'en suis à la saison 7 sur 13, donc souhaitez-moi bonne chance. Moi je suis énormément fan de King of the Hill, j'ai pas eu l'occasion de trop en parler. Voilà, donc ça c'est vraiment le programme en fait que j'ai attaqué sur ce printemps. De à la fois rattraper des comics légers, des romans graphiques un tout petit peu légers, et pas mal de sitcoms avec beaucoup d'épisodes. Donc ça, je pense que ça va me faire mon été. Et côté musique, la musique c'est vraiment là où j'ai le moins perdu, on va dire. En termes de concert, je ne peux pas passer sous silence le fait que j'ai vu Madame Knowles-Carter au Stade de France il y a 10 jours, et que c'était juste absolument exceptionnel. On n'a pas entendu Mathieu crier, mais Mathieu a poussé un cri. Non, mais il est en train de faire un câlin à son ventilateur, donc c'est normal. Donc on laisse Mathieu faire son câlin. Oui, et puis mon cri, il était lip-syncé aussi, donc tu l'aurais pas entendu dans tous les cas. Mais t'as compris. Oh, c'est une attaque. Et c'était pour donc ça Beyoncé pas mal. Hein. Ouais, ça Beyoncé à Paris. Ouais. C'est une vieille émission. Voilà, Paris Première, si vous l'avez. Oui. C'est aussi une chanson, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est une chanson aussi. C'était le générique en plus. J'aime bien en fait qu'après que j'ai fait ma vanne, tu te sois gratté à la barbe en fait. Tu aurais dû faire ça plus souvent en fait. C'est mes réactions. C'est une vanne douteuse, tu te grattes la vanne, tu te grattes la barbe. Tu te grattes la vanne. Je me gratte la vanne. Titre. Tu te grattes la vanne. Et ouais, enfin la tournée Cowboy Carter, donc où moi j'étais légèrement anxieux en fait par rapport à la partie à mon appréciation du deuxième album. Elle a fait 30 minutes de renaissance à la fin du show en fait, alors qu'elle venait de balancer 2 heures de hit après hit après hit, et quelques petites choses de l'album. C'était vraiment exceptionnel. Pour moi c'est le standard scénique en fait. Bon, il y a elle, et j'ai également vu Lady Gaga à Coachella, donc il y a aussi ça que je trouve vraiment au niveau. Non, je trouve ça vraiment au niveau, mais Gaga, j'ai beaucoup moins d'expérience avec les scéniques. Allez voir Lady Gaga à Coachella, ou t'as vu Lady Gaga J'ai vu la vidéo. Je n'ai pas les moyens, l'intérêt, la concentration pour me prendre une performance de Lady Gaga. Et j'ai pas pris même pas mes places pour le Stade de France. Bref, donc oui, Beyoncé, c'est une grosse satisfaction live, hein, même au-delà de mes attentes, qui étaient déjà assez stratosphériques. Et côté musique, parce que j'écoute énormément d'albums, mais souvent pour en reprendre des extraits, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me remémorer en fait les albums que j'avais écoutés en entier, qui m'avaient plu. Donc il y en a 2 cette saison dont j'ai pas parlé, que je voudrais souligner. Donc il y a forcément donc l'album 10 de SAULT, donc SAULT, donc groupe mirifique, à 12 albums tous aussi brillants et multigenres les uns que les autres. Donc cette fois-ci c'est du funk californien.
C'est toujours aussi bien chanté, notamment par donc la femme du producteur qui s'appelle Inflo, qui s'appelle Clio Sol, qui a déjà des albums solo absolument extraordinaires. Donc voilà, c'est un album extra consistant, sorti comme de leur habitude, par surprise, le 19 avril. Et voilà, ça glisse tout seul, ça ajoute à leur canon. Et bon, ils sont encore extrêmement rares et discrets sur scène, parce que là aussi leur expérience live est quelque chose qu'ils veulent chérir et rendre absolument exceptionnel. Donc pour l'instant il n'y a qu'un seul concert à Londres. Il y a un concert qui a été annoncé il y a des années à Paris, à savoir s'ils le feront avant 2030, mais voilà. Et l'autre chose qu'elle va repasser en novembre, donc si vous allez écouter l'album, donc pensez à son concert en novembre à La Cigale. C'est La Cigale, ouais. Elle s'appelle Ravin Lenae, Lenae, et son album c'est Bird's Eye, et c'est aussi une grosse réussite tout du long. Donc là on est plus sur du R&B soul, donc post-rupture, mais avec énormément de palettes sonores, avec beaucoup d'arrangements folk, beaucoup d'arrangements folk rock, vraiment très très bien fait. C'est un album qui est très très surprenant, donc qui est produit par un de mes producteurs préférés qui s'appelle DJ Dai. Et voilà, ça s'appelle Bird's Eye, c'est sorti en août dernier, mais malheureusement je l'ai écouté qu'en octobre-novembre, et je l'ai pu le digérer qu'en octobre-novembre, donc vraiment ça rentre dans mes grosses découvertes de la saison. Et donc je l'ai loupé en début d'année à Paris, mais elle repasse en novembre à La Cigale, donc c'est une voix assez exceptionnelle, très très particulière. Et si vous voulez avoir un avant-goût, elle a un hit qui monte en puissance, qui est tiré de Bird's Eye, voilà, qui s'appelle Love Me Not. C'est tout pour moi. Merci, mais tout ça ne vaudra jamais les Venga Boys, bien entendu. Ni Young Gun Silver Fox. Bah ça de toute façon, effectivement. Le Venga Boys c'était plus pour la blague. C'est très bien les Venga Boys, hein. Moi je les ai vus en live, c'était super. Ah ouais, bah j'ai pensé... Un des meilleurs concerts de ma vie. Je pense qu'Olivier, il a vu une meilleure version des Venga Boys que tu aurais jamais vu. Avec des sangliers, de la lumière et de la bière, c'est pas... Ah là là, les Venga Boys. Ce qui se passe à fumer reste à fumer. Oh mon Dieu. Je me rappellerai toujours de rallumer la voiture avec le Bluetooth qui se met directement en route sur les Venga Boys, juste pour faire une manœuvre. Je dis non, ça recommence. Ça me suit jusqu'au bout. Ah là là. Mais de la musique, encore de la musique. Pas mal de nouveautés et de nouveaux albums sortis cette année qui sont vraiment pas mal. Et là, en plus de ça, je crois que c'est vendredi dernier, Carnival est un groupe australien que j'aime vraiment beaucoup, mais qui n'ont plus sorti quoi que ce soit depuis presque 13 ans. Peut-être qu'ils voulaient plus. Oui, Carnival voulait plus, effectivement. Mais non, ils ont sorti je crois qu'il y a 7-8 ans, ils ont sorti un single. Je me suis dit, c'est cool, un nouvel album, puis plus rien. Puis là, ils font une tournée en Australie, ils sortent un nouveau single. Je dis, peut-être un Espoir 2. Bah, c'est toujours aussi cool si vous aimez le métal progressif. C'est vraiment très très sympa. Les Australiens, ils mettent des années à revenir, en fait. Je pense que ça doit être l'hémisphère qui joue. Mais t'as un groupe qui s'appelle Miami Horror, ils ont mis 4 ans avant de sortir un album. Tame Impala aussi, il est censé revenir cette année, soi-disant, mais ça fait à peu près 2 ou 3 ans qu'il n'a pas sorti d'album, voire plus. Donc, il y a beaucoup de choses avec les musiciens australiens, ils prennent des hiatus énormes. Oui, et ça n'appellera pas les mystérieuses cités d'or. Désolé. C'est un 13 à peu près. Bon, par contre, Olivier, il s'est dit, tiens, ça fait un moment que je suis pas venu, j'ai quand même des recommandations. Ouais, et puis moi, je suis pas trop du genre à me retourner sur le passé, donc du coup, moi, je préfère vous Soviet Jeans. C'est pas le passé du tout. C'est vrai, mais c'est une série qui est en ce moment sur Arte. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite compile de ce que vous pouvez aller voir et écouter et lire pendant cet été, parce que ça va être long sans nous, tu vois. Et je pense que les gens vont errer. Non, on reviendra pour discuter de Star Trek Strange New World, de Four Seasons éventuellement, voilà. Ouais, mais bon, moi je pense que les gens ils sont pas quoi regarder, pas quoi faire, tu vois, ils vont errer comme ça dans la chaleur en disant je sais plus quoi faire. Donc je me suis dit je vais faire un petit peu un petit package comme ça
qui va faire plaisir, un petit paquet rafraîchissant. Et avec une série, un film, un livre et un album. Et donc je vais commencer avec la série. Effectivement, Fred l'a spoilé. Je vous conseille de regarder Soviet Jeans sur Arte. Alors c'est une série qui se passe en Lettonie quand la Lettonie était encore dans l'URSS. Et c'est l'histoire d'un couturier de théâtre qui va se faire interner de force par le KGB, et notamment un de ses amis qui bosse au KGB, enfin de ses amis entre guillemets, qui bosse pour le KGB. Et en fait, au sein de cet hôpital psychiatrique, pour pouvoir sauver sa peau et pour pouvoir gagner un peu de thunes, il va créer une contrebande de jeans Levi's. Donc il va servir avec des autres patients pour créer des faux jeans Levi's qu'il va réussir à vendre à l'extérieur. C'est une série. Alors pourquoi il faut la voir? Parce qu'en fait, pour une fois, alors tu vois, Fred, tu disais c'est une série historique, machin, et souvent les séries sur l'URSS et tout, c'est des séries qui sont très austères, très grises, très lentes. Et là, en fait, au contraire, c'est vraiment ce qui est très sympa dans cette. Et rappelle-toi, on avait vu les 2 premiers épisodes à Série Mania l'année dernière. Exactement. Et donc là, cool. Du coup, tous les épisodes sont disponibles sur Arte. Et c'est une série qui est, au contraire, très colorée, c'est très rythmé, ça mêle comédie, suspense. Et en fait, ce qui est intéressant, alors, et qu'on voit un peu moins sur les 2 épisodes qu'on avait vus à Série Mania, mais c'est que comme la plupart les 3/4 de la série, de la mini-série se passe dans un hôpital psychiatrique dans lequel aucun patient n'est atteint de maladie mentale, puisque en gros, c'est que des opposants politiques qui sont cloîtrés dans des cellules. Comme tous ces patients ne sont pas du tout atteints de maladie mentale et qu'ils arrivent à faire copain-copain avec les membres de ce faux hôpital psychiatrique, et ben finalement, ça donne une galerie de portraits de personnages très en couleur. Parce qu'il y en a qui sont pas atteints de maladie mentale, mais qui sont quand même très délurés. Et voilà, donc du coup, ça donne... et en même temps, la série passe petit à petit de la comédie au drame, parce que bon, ça reste quand même le KGB et ses méthodes un peu douteuses. Donc moi je trouve que ça donne quand même une série, ça donne une chouette mini-série très rafraîchissante, et surtout moi je trouve que elle est portée par son acteur principal qui est quand même excellent et qui dégage une vraie sympathie. Il a vraiment une bonne tête, ce gars. On a envie d'être son pote, et du coup on suit ses aventures au pays du KGB avec vraiment grand plaisir. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil sur cette petite série dont personne n'a parlé, qui est sur Arte et qui s'appelle Soviet Jeans. Si vous voulez aller au cinéma, je suis allé voir un film il y a quelques jours qui s'appelle Amélie et la métaphysique des tubes. Et c'est un film d'animation qui est tiré du roman d'Amélie Nothomb qui s'appelait Métaphysique des tubes. Et c'est un roman qui raconte en fait comment elle est passée du statut de tube, c'est-à-dire qu'avec des choses qui rentrent et qui sortent, à statut de petite fille. Donc entre 0 et 0 et Tu m'intéresses des tubes qui entrent et qui sortent. Dis-moi en plus. Non, tu mets quelque chose à une extrémité, ça ressort par l'autre extrémité. Et ça ne sert qu'à ça. Donc, ce qui est un peu la définition d'un enfant quand il naît, quoi. Et donc, elle raconte en gros son enfance de 0 à 3 ans, quand elle vivait au Japon avec sa famille, puisque son père était diplomate belge, et que quand elle est née, elle est née au Japon. Et il se trouve que c'est un livre que j'aimais déjà énormément, puisque ça fait partie des livres avec les livres de Daniel Penna qui m'ont vraiment redonné le goût à la lecture après le lycée, quand l'éducation nationale s'est chargée de me dégoûter de la lecture. Et c'est un livre vraiment que j'avais beaucoup aimé, que je trouvais hyper intelligent, hyper drôle, qui changeait de tout ce que j'avais lu jusqu'à maintenant. Et le film, c'est une petite merveille, tant sur la forme que dans sa capacité à s'approprier vraiment le matériau de base pour en faire un film qui plaira, vraiment un film qui a sa propre identité et qui plaira autant aux enfants
qu'aux parents. Et c'est hyper joli visuellement. Il y a des vrais partis pris visuels. C'est une animation qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais tout ça est extrêmement joli. Il y a des vrais moments de toute beauté, et c'est plein de poésie. Il y a des moments très drôles. C'est ouais, comme je le disais, c'est très similaire et en même temps très différent du livre. Je trouve que c'est un bel hommage au livre, et voilà, je l'ai vu il y a quelques jours, et j'ai passé vraiment un très 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 joli moment. Je suis sorti de là très heureux. Ça fait plaisir de voir un film pareil. Si vous avez besoin d'un livre, je vais vous recommander un gros pavé qui s'appelle L'art de perdre de Alice Zenitzer. Qui, alors pour le coup, c'est un sujet beaucoup plus lourd, puisque ça parle de l'Algérie. Après, c'est un sujet d'actualité. Il y a aussi le film Aimer perdre au cinéma. Je sais pas si ça se rapproche de ton bouquin. Hein. Non, je crois pas, mais je crois qu'on a tous envie de. Je crois qu'on sent tous qu'on est en train de perdre. Donc, en tout cas, la raison. Donc là, le livre d'Alice Zenitzer, c'est un sujet qui est un peu lourd, mais qui est vraiment passionnant. C'est un livre qui raconte 3 générations d'une famille de harkis, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Algérie jusqu'à la France de nos jours. Et c'est une grande fresque familiale, en fait, dans laquelle on comprend les bouleversements qui ont eu lieu en Algérie dans les années 50-60. Ce que ça fait de quitter son pays quand tout le monde te considère comme un traître, ce que ça fait d'arriver dans un pays qui te considère comme un moins que rien, ce que ça fait de réussir à s'affranchir de son histoire familiale et nationale pour construire sa propre vie dans un pays qui est devenu le tien. Ce que ça fait de vivre sa double culture dans un Paris post-attentat de 2015, avec un père qui ne veut rien te dire et des gens qui se méfient de toi parce que tu es d'origine algérienne. Donc voilà, le roman commence de manière assez bouleversante à Palestro, qui est un petit village en Algérie, et il se conclut de manière moins non bouleversante au même endroit. Et entre les deux, en fait, on vit au rythme d'une histoire commune, parce que l'Algérie et la France ont une histoire commune. Et sauf que c'est une histoire que nous, on ne comprend pas, qui est passée sous silence dans tous les livres d'histoire, ou alors en tout cas de manière très succincte. Et du coup, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'était l'Algérie dans les années 50-60, comment ça se passait, la naissance du FLN, ses exactions, mais pourquoi il faisait ça aussi. C'est un roman qui est complexe. C'est un roman qui est captivant parce qu'on apprend plein de choses, qui est écrit avec beaucoup de justesse. Toujours à la bonne distance, sans jamais juger aucune des parties. Et surtout, c'est écrit de manière très fluide, et c'est pour ça que je le recommande pour l'été, parce que déjà, c'est une saga familiale, donc c'est vraiment le genre de roman qu'on peut lire l'été, mais en plus, c'est écrit avec beaucoup d'intelligence et de fluidité, et c'est un livre qui est très facile à lire. Et il y a rien de c'est pas rébarbatif. Il y a trois parties qui sont vraiment très différentes, et du coup ça relance à chaque fois l'intérêt qu'on peut avoir pour le livre. Donc voilà, c'est 450 pages, mais qui se lisent très facilement, et qui en plus sont passionnantes, parce que c'est vraiment c'est quasiment un roman national de la France des années 50 jusqu'à nos jours. Et ouais, moi je viens de le terminer, j'ai terminé la dernière page hier, et c'était vraiment un gros plaisir de lecture. Ça a été un de mes gros plaisirs de lecture de l'année même. Donc je vous le recommande, si vous avez un peu de temps cet été, plongez-vous dedans. Et enfin, je vais vous recommander un disque, et ça, cette fois-ci, c'est pas une nouveauté, en tout cas c'est pas quelque chose que j'ai découvert ces derniers jours. Même si en fait c'est un album que j'ai réécouté parce que j'ai acheté le vinyle à Berlin il y a un mois, et en fait j'avais oublié à quel point j'aimais cet album, et c'est Doolittle des Pixies. C'est un album qui voilà,
donc c'est considéré comme un des meilleurs albums de l'histoire du rock. C'est un mélange de punk et de rock californien qui donne un cocktail vraiment détonnant, étrangement entraînant, malgré les thèmes très sombres qu'il aborde et malgré l'agressivité de certains des morceaux. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est fou dans cet album, c'est qu'on passe de morceaux très agressifs à d'autres morceaux qui ont vraiment une tonalité plus chill, un peu planant, avec des chansons qui ont des couplets très, ouais, presque californiens et des refrains très punk. Et il y a certains morceaux qui sont très premier degré, d'autres qui sont très ironiques, voire même parodiques. Donc c'est vraiment la saison des cocktails est ouverte là depuis quelques temps, et ben en fait cet album c'est vraiment un cocktail de morceaux très courts parce que la plupart font 1 minute 30 à 2 minutes 30, et mais c'est des morceaux qui sont déstabilisants, mais au final quand on écoute l'album plusieurs fois sont assez euphorisants. Pour moi c'est vraiment un grand classique du rock, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier. C'est quand même un album qui a inspiré les plus grands noms du grunge, et notamment Kurt Cobain ou Patti Smith par exemple. Et ma chanson dans cet album là, c'est un morceau qui s'appelle Hey, et dans lequel on retrouve j'aime beaucoup ce morceau parce que c'est vraiment on retrouve la guitare de Black Francis qui est le compositeur et le guitariste du groupe, qui est le leader du groupe, hein. Clairement c'est le groupe, c'est lui, et il a composé tout l'album excepté un seul morceau qui est le morceau Silver, mais voilà, on retrouve ce son des Pixies tellement reconnaissable parmi d'autres, donc dans Hey, et en plus c'est un morceau qui est assez léger et qui fait vraiment plaisir à écouter en préparant une petite salade estivale avec des bonnes tomates fraîches et une bonne salade verte fraîche et un peu de basilic, et avec un petit peu de Doolittle des Pixies dans les oreilles, bah il y a moyen de passer des bonnes vacances. Oui, tout à fait. Excuse-moi, justement, j'appuie chez tous. Oui, les Pixies, encore une bonne adresse. Mais bon, globalement, le rock californien, le punk rock californien, c'est très bien en plein été. Oui. Voilà. Globalement. Globalement. Surtout l'été. Surtout l'été. Après, le reste, ça manque un peu de... L'hiver, on écoute des chants savoyards, et puis voilà, quoi. Oui, voilà. Et la raclette, c'est ça, le chant savoyard, ça va avec la raclette, et Pixies, ça va avec la salade. Merde, j'ai cru que c'était une chanteuse, la raclette. Non, c'est Lara Fabian. Non, c'est un jeu vidéo. C'est Lara Croft. Et on a eu un super miaou majeur, là. Elle a participé. Non mais attends, le pire c'est qu'on l'a jamais entendu. Jamais. Ah bah écoute, c'est une première. Mais je pense que là, elle a trop chaud et tu l'as saoulé, je pense. Non mais là c'est hallucinant quoi. Ah ouais. Elle miaule. It's alive. Je crois qu'elle a envie de donner son avis sur la saison de Culture Club Sandwich. Ouais. Elle a fait Je sais pas comment on Oh doit là faire. là, c'est qui ces gars qui pendant 5 secondes, ces gars qui pendant 5 secondes de trucs beaufs, hein? Oh, je te jure. Non mais je te jure, on aura tout vu et tout entendu ici. Oh là là. J'attends de voir si le chat remiaule. La suite au prochain épisode. Vous allez être obligé de revenir en saison 2 pour le savoir. Exactement. Quel cliffhanger. Exactement. C'est ça le cliffhanger de la saison 1. Non mais par contre, avant de te donner à nouveau la parole, Florian, par rapport à ce que tu avais noté dans le document, je pense que moi cette année-ci, avec tous les problématiques, et c'est pas tout à fait terminé, mais bon bref, je me suis dit que finalement, je commencerais peut-être bien à faire des chroniques juste jeux vidéo, parce qu'en fait, ça m'anime beaucoup. Je pense pas que beaucoup d'autres pourraient le faire, à part peut-être Cécile, mais ça m'anime beaucoup plus que le reste, et je me dis bon voilà, les choses que je regarde ou que je lis, en général ça rentre plus dans mon récap de la semaine que dans des recos. Donc à la place de faire des recos, je pourrais éventuellement parler un peu plus de jeux vidéo, parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais voulu
j'aurais voulu citer et discuter à propos que je suis en train de réfléchir à ça. Voilà. Donc Monsieur Série qui globalement Monsieur jeu vidéo. Monsieur jeu vidéo, juste Fred, c'est pas mal aussi. Monsieur. Comme je sais plus quelle marque avait mis ça, c'était Who the Fred is fuck. Ça, j'avais vu cette marque-là, ça m'avait fait beaucoup rire. Je voulais en faire un t-shirt, mais j'ai pas pu. Oh. Bref, voilà, la tristesse, mais la tristesse, c'est aussi The Wonder Years. Ah non, c'est pas du tout la tristesse, c'est l'élation. C'est l'élation de Chadavre. Voilà, alors Wonder Years, mais la version Disney Plus nouvelle ou l'ancienne ? L'ancienne, monsieur, là, celle qui est marinée dans son jus, celle qui date de 1988. Et j'ai donc après... Avec un autre Fred dedans. Avec un autre Fred Savage, qui joue le rôle de Kevin, mais pas Kevin prononcé comme ça, donc juste Kevin Arnold, qui est donc le jeune protagoniste. Ça dépend si t'es au Québec. Kevin. Ils disent Kevin, comme ça. Kevin, non. Bon. Non. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai regardé donc les 6 épisodes de la série originale de la saison 1 sur 6. Et je voulais souligner là à quel point, voilà, pour une série qui date de 1988, donc qui est apparemment la seule saison qui a été... géré par ses créateurs originaux qui sont Neil Marlens et Carol Black, donc qui ont après passé le relais pour les 5 saisons suivantes. Bon, ça après la série a eu une pluie d'émis. Il y avait 2 ou 3 choses que je souhaitais souligner. C'est d'abord le fait que parmi c'est différent de la pandémie, la pluie d'émis ou la pluie d'émis. Oui, c'est quoi une pluie d'émis? T'as dit ils ont eu une pluie d'émis. Une pluie d'émis Awards, les récompenses. Ah, voilà. Okay. Une pluie d'émise. Oui, c'est moi qui suis dans la mouise. Là, c'est la comédie musicale. Les mises. Non, ça c'est avec Jackman. Des mises. Je sais pas, je demande. Non, c'est juste des Amy Ryan qui. C'est ça. Amy Schumer qui tombe. C'est Amy Ryan ou Amy Schumer d'ailleurs? Je sais pas, selon ce que tu préfères. Bref, The Wonder Years. Il y a 2 choses que je voulais souligner d'abord, parce que bon, je crois qu'il a totalement torpillé la 3e. Je vais plus me souvenir de rien. Du coup, la première chose, c'est que c'est justement, on parlait de Amy Ryan qui est dans The Office. The Office US, c'est une première saison qui est vraiment un coup d'essai de 6 épisodes. Parks and Recreation, c'est pareil. Ils ont, enfin, parce que c'était à la mi-saison, la première saison de Parks and Rec, ça se cherche pas mal avant que ça décolle en saison 2 et saison 3. Donc il y a énormément de séries cultes qui ont des saisons qui sont super cool. Bon, Seinfeld évidemment en est une autre. C'était également un remplacement de mi-saison qui ensuite a été renouvelé donc par la peau du callback en fait, parce que c'était vraiment en danger d'annulation. Et parmi toutes celles-ci, c'est The Wonder Years, en fait, les années de coup de cœur, qui est une des meilleures à dévoiler tout le potentiel de la série. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un coup d'essai, c'est vraiment un petit précis de ce qui fait que la série maintient sa singularité, maintient sa qualité, maintient aussi le rythme. Donc sur 22-24 minutes, il n'y a pas besoin d'avoir des gags à outrance. C'est une série qui est extrêmement basée sur des situations. Et la raison pour laquelle il y a très très peu de choses dans The Wonder Years qui ont pris une ride, c'est que même si elle raconte donc vraiment le coming of age du petit Kevin Arnold qui va donc arriver juste avant l'adolescence, donc sur 6 saisons, mais qui va commencer la série, je crois qu'il a 7-8 ans, en 1968, donc alors qu'il va y avoir beaucoup de mouvements à la fois culturels, à la fois sociaux qui vont se passer aux États-Unis. Et donc ça va être aussi comment il va traverser à la fois l'enfance et aussi l'enfance dans les 70s. Mais la série ne se focalise pas uniquement sur ça, c'est-à-dire qu'elle est à la fois extrêmement spécifique sur, oui, c'est ce gosse et ses premiers émois dans l'Amérique de la fin des années 60, avec les hippies qui commencent à débarquer, avec le mouvement contestataire du Vietnam qui commence à débarquer même très très fort, puisque dès le 2e épisode, en fait, on a cette réalité qui est vraiment mise vraiment en plein dans notre face. Et donc,
qui force aussi chaque personnage à se positionner par rapport au deuil d'un proche. Tu fais ça dès le 2e épisode, c'est quand même assez bien foutu, donc faut avoir quand même le cran de le faire dès la première saison. Et en même temps, c'est extrêmement universel, c'est-à-dire que il y a donc un épisode sur Kevin qui a un crush sur une fille de sa classe, qui passe la moitié de l'épisode à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir l'appeler, à ne pas savoir s'il va l'appeler ou pas. Il y a un autre épisode sur Kevin se demande ce que son père fait. Son père lui fait visiter son bureau. Donc c'est des choses qui sont, quand je les décris, sont extrêmement banales, mais c'est écrit et développé de manière très très à la fois très intime mais très très universelle. C'est-à-dire que les prises de tête que Kevin a avec sa famille, c'est quelque chose qui est universel dans le sens où ça rejoint pas mal de prises de tête et de questionnements qui sont même au-delà des gosses américains, des gosses du monde entier. Et je pense que c'est cette spécificité et la qualité d'écriture qui fait que The Wonder Years est vraiment un show à part. L'autre chose qui est super importante, c'est que c'est une des premières séries à user et abuser de sa voix off, puisque elle est entièrement narrée du point de vue du Kevin de 1988, donc qui a grandi, qui a 30-35 ans, et il l'utilise énormément de manières, mais de manières qui vont être utilisées dans d'autres séries cultes, pour ne pas la nommer Scrubs, qui est sur les 8 premières saisons entièrement narrée en fait du point de vue de JD, ou JD pour la VF, excuse-moi, et aussi How I Met Your Mother, qui est donc qui est uniquement narré au début et à la fin de l'épisode par le Ted Mosby, qui est donc incarné par Bob Saget. Et ce sont 2 séries qui ont totalement repompé pour aussi en faire leur propre chose, mais qui ont vraiment utilisé vraiment jusqu'au bout ce procédé. Mais The Wonder Years arrive quand même à montrer, on va dire, toute la force de ce procédé, à la fois avec le narrateur qui se souvient, le narrateur qui commente les événements à l'écran, le narrateur qui exprime avec des mots d'adulte des émotions qu'un enfant pourrait avoir. C'est extrêmement riche en fait du point de vue narratif sur ce qui est possible, et ils arrivent à le faire savoir et à le faire connaître sur 6 épisodes. Donc c'est quand même un gros coup de maître, hein, et moi je suis assez impatient de découvrir la suite, même si j'ai absolument aucune idée de quand ça va être. Et je sais pas, et je n'ai vu j'ai lu aussi aucun écho du Wonder Years de 2021, donc je sais pas si c'est aussi bien fait que ça, mais voilà. J'en avais rapidement parlé dans un lointain épisode de Monsieur Siri and Friends. On va dire que ça reprend la même idée. C'est un peu plus dur, je trouve, dans certains sujets. Mais c'est pas inintéressant non plus. Mais il y a la patine années 80 dans la construction qui font que j'accroche beaucoup plus. Et puis aussi le côté nostalgique en fait, parce que... Et je pense aussi, mais je suis pas, j'ai pas lu assez d'interviews du créateur pour faire ça, mais je pense que la mère dans The Wonder Years, il y a la version qui est la version de la mère de The Goldbergs. Je pense que c'est un peu une variation sur la mère de The Wonder Years, même si c'est même si c'est dans 2 époques différentes, quoi. Non, mais ça a été confirmé. C'est une des inspirations. En plus du fait qu'en fait c'était vraiment sa mère. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très très proche, parce que c'est une réalité, on va dire peut-être surtout américaine, peut-être internationale, mais Wonder Years, les années coup de cœur, c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée et qu'on ne cite pas assez souvent en fait. Parce qu'il y a plus de rediff, enfin même moi c'est vraiment le désert. Mais il y en a jamais vraiment eu non plus, hein, si je me trompe pas. Et je sais même pas s'ils sont encore sur Disney+. La nouvelle série, oui, très clairement, mais l'ancienne série, pas du tout. Enfin, aux États-Unis, si, mais pas en France en tout cas. Ouais, faudrait que je revérifie de mon côté. Mais ouais, ça c'est quelque chose en tout cas très intéressant pour à bien des égards, au niveau de l'histoire, au niveau de ce que ça raconte et de la façon dont c'est raconté. Et puis moi j'aimais bien le Fred Savage en fait dans ce genre de truc là. Il y a un côté film 80s qui est assez doudou. J'aime beaucoup.
Je suis en train de vérifier en même temps. Non, les coups de cœur, c'est que la version de 2021, malheureusement. En tout cas sur Disney+. Bon, ben voilà. Voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui ont des choses à ajouter à part rendez-nous de l'air, s'il vous plaît. D'air, de l'air. De l'air. C'est une méthode mathématique. On en est là. J'ai plus d'eau. Tu n'as plus d'eau. Moi, je n'ai plus de bière et presque plus d'eau. C'est la sécheresse. Il est donc... j'ai plus de cerveau non plus. Il est donc exactement... S'il veut bien. Donc il est l'heure de s'arrêter tout de suite. Je sais pas si on l'a entendu dans le micro. Oui, on a entendu, ouais. C'est bon. C'est l'heure du décès. décès. Il est 10h13. Pardon, c'est l'heure du décès. C'est l'heure de terminer cette première saison, donc de 38 épisodes quand même, de Culture Club Sandwich. Avec l'année prochaine, on revient. Cet été, on verra si on fait des choses. Mais il y a des sujets qu'on aimerait parler. Il faut juste qu'on trouve des calendriers qui se synchronisent. Un peu à la Parker Lewis. On va synchroniser les montres. On va essayer de faire ça. Mais en tout cas, on revient, on fera des messages, etc. Sur les différents réseaux. Je pense que voilà, on n'a pas encore l'envie d'arrêter de dire des bêtises et des moins bêtises dans le micro. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire, des personnes qui passent que 5 secondes sur des lives. D'ailleurs, n'oubliez pas, nous sommes en live, nous sommes aussi en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller regarder là-bas aussi, si vous voulez voir nos têtes et nos bêtises ou les danses de Mathieu. J'ai cru que ça allait dire autre chose, voir nos têtes et nos non, on va pas faire ça. Non, parce qu'après on va nous traiter de beaufs. Ça va recommencer. Ah, mince. On va recommencer le cycle. On est des beaufs, le bébé de show, les guignols de mauvaise année, etc. Et puis on recommence le cycle, comme en début de Monsieur Syrian Friends. Et ça va pas. Impossible de le rocasse. Alors, vu ce qu'est devenu cette personne, je n'aurais pas cité son nom. Du tout. En tout cas, on vous souhaite une bonne canicule, Essayez de passer l'été. Essayer de passer l'été, de bonnes vacances si vous en avez et si vous partez et puis surtout n'oubliez pas. Bonne journée. C'était l'Erco qui se cassait la gueule. Bon au vide.